Ce soir, nous allons plonger dans le véritable Far West. Pas celui des films hollywoodiens peuplés de cow-boys héroïques et de drames romancés, mais la réalité brute, impitoyable, dangereuse, où la survie n'est jamais garantie. Tu crois peut-être être assez fort pour t'y frotter? Crois-moi, il y a une raison pour laquelle on l'appelait le Sauvage Ouest. Si tu aimes ce genre d'histoire, un petit j'aime ou même un abonnement me ferait vraiment plaisir. Cela aide plus que tu ne l'imagines. Je me demande toujours d'où vous m'écoutez. Alors, laisse un commentaire avec ton lieu et l'heure qu'il est chez toi. J'aime voir notre petite communauté mondiale se connecter à travers ces récits. Maintenant, baisse les lumières, fais tourner un ventilateur pour ce léger bourdonnement d'arrière-plan, et laissons-nous emporter ensemble dans le voyage de ce soir. Nous allons découvrir pourquoi, à cette époque, tu n'aurais peut-être pas survécu, ne serait-ce qu'une seule journée sur la frontière sauvage de l'Amérique. Félicitations. Tu viens de te réveiller dans l'Ouest américain des années 1870. Bonne nouvelle, tu vas vivre en direct un chapitre légendaire de l'histoire. Mauvaise nouvelle, tes chances de survie viennent de chuter drastiquement. Le premier défi t'attend avant même que tu ouvres les yeux. L'odeur. Pas celle, douce, de la terre et de la nature, mais une senteur âcre, presque suffocante. Un mélange de sueur, de corps non lavés, d'excréments d'animaux et d'eau usée stagnante. Tu vois, dans l'Ouest sauvage, le bain n'était pas vraiment une priorité. La plupart des colons se lavaient à fond une fois par mois, quand ils étaient généreux. Certains passaient tout l'hiver sans se laver correctement. L'eau était précieuse, et s'en servir pour se nettoyer paraissait un luxe absurde quand il en fallait pour boire ou cuisiner. Quand tu te tires de ton lit, sans doute un matelas de paille grouillant de punaises, tu ressens aussitôt la douleur dans chacun de tes muscles. La vie sur la frontière, dans les années 1870, signifiait un travail physique continu, du lever au coucher du soleil. Pas de week-end, pas de vacances, et certainement pas de confort ergonomique. Que tu sois fermier, mineur ou ouvrier, ton corps est ton outil principal, et il est utilisé jusqu'à l'usure complète. Tu penses travailler dur aujourd'hui? Le travail à la frontière, c'était autre chose. Même les plus solides finissaient de voûtés et arthritiques avant la trentaine. Imagine-toi labourant 14 heures par jour, tirant de l'eau, coupant du bois ou creusant profondément dans une mine. Pas étonnant que l'espérance de vie ne dépasse guère 35 ans. 2. En posant les pieds sur le plancher poussiéreux, tu ressens aussitôt le froid mordant de l'air. Si c'est l'hiver, ta cabane est sans doute plus glaciale à l'intérieur qu'au dehors, le thermomètre pouvant descendre 20 degrés sous zéro, même entre quatre murs. Si tu possèdes une cheminée, tu la laisses te brûler toute la nuit, non pas pour le confort, mais pour économiser ce combustible si rare. Oublie le chauffage central ou les sous-vêtements thermiques. Ces luxes appartiennent à un autre siècle. Et si c'est l'été, prépare-toi à transpirer sous chaque couche de tissu que tu portes. Dans l'Ouest sauvage, il n'existe aucun moyen d'échapper aux éléments. Les vêtements, inconfortables au possible. Les hommes ne possèdent mais souvent que deux tenues, des pantalons en toile ou en dénime et une chemise de coton rêche qui irrite la peau. Les femmes, elles, portent plusieurs couches, quelle que soit la saison. Chemise, corset, jupon et longue robe qui ramassent la poussière à chaque pas. Rien n'est doux, rien n'est à la bonne taille et rien n'est vraiment propre. Les tenues élégantes que tu vois dans les westerns, pure invention pour le grand écran. Dans la réalité, la mode du Far West était synonyme de rugosité. Ton estomac gronde, c'est l'heure du petit déjeuner, enfin, si l'on peut appeler cela un repas. Des haricots, des biscuits secs et du café. Encore et toujours. Le régime de l'Ouest sauvage était monotone et pauvre en nutriments. Les fruits et légumes frais étaient bêtes des luxes saisonniers et la viande, lorsqu'on en trouvait, était salée ou fumée pour éviter la pourriture. Aucun réfrigérateur, bien sûr. Le scorbut, cette maladie due au manque de vitamine C faisant saigner les gencives et tomber les dents, était courant parmi les colons, même s'il aurait été si facile à prévenir avec notre savoir moderne. Tu te dis que le café au moins t'apportera un peu de réconfort. Erreur. Les cow-boys des films ont beau en faire bouillir des marmites entières, ce qu'on te sert ici n'a presque rien à voir avec le café que tu connais. Il est bouilli jusqu'à l'amertume absolue, souvent mêlé à des coquilles d'œufs broyées ou même à du sel, censé en atténuer le goût. Mais peu importe,
La caféine t'aidera à tenir bon et tu le bois sans un mot, comme tout le monde. Avant de sortir, tu vérifies tes bottes. Non pas par coquetterie, mais pour t'assurer qu'aucun scorpion ou serpent ne s'y est glissé pendant la nuit. Dans l'Ouest, c'est une habitude née de l'expérience, souvent douloureuse. Un faux mouvement, et tu risques une morsure venimeuse à des kilomètres de toute aide médicale. Quand tu sors enfin de la cabane, tu prends pleinement conscience de ton exposition. Le paysage de la frontière américaine est grandiose. Oui, mais il ne pardonne rien. Les tempêtes de neige, les tornades, les inondations ou les sécheresses peuvent s'abattre sans le moindre avertissement, et chacune d'elles peut signifier la mort pour qui n'est pas prêt. Le ciel peut sembler clair, mais dans l'Ouest sauvage, il ne le reste jamais bien longtemps. 3. Admettons que tu sois installé près d'un petit bourg de la frontière. Tu pourrais penser que la civilisation y offre un peu de sécurité, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais elle apporte aussi d'autres dangers. Les villes du Far West étaient de véritables foyers d'épidémies. Sans système d'égout, ni la moindre notion de microbes, les maladies se propageaient à une vitesse effrayante. Le choléra, la typhoïde, la variole, la diphtérie et la tuberculose étaient des menaces constantes. Une épidémie pouvait rayer de la carte la moitié d'une ville en quelques semaines. Quand tu t'approches d'un de ces bourgs, tu remarques tout de suite son désordre chaotique. La plupart ont poussé au hasard, sans plan, sans rue, tracé, ni infrastructure. Les routes ne sont pas pavées, mais de simples chemins de terre qui se transforment en bourbiers dès qu'il pleut et en nuages de poussière dès qu'il fait sec. Et puis, l'odeur. Partout, du crottin de cheval, le seul moyen de transport de l'époque. Pas de service de nettoyage, pas d'éboueurs. Dans certains endroits, les déchets s'amoncellent jusqu'aux genoux. Les mouches grouillent, et tu comprends vite pourquoi la maladie s'invite si facilement ici. Tu marches dans la rue principale. Sur ta gauche, un saloon, sans doute l'endroit le plus animé du coin. Oublie les portes battantes et le pianiste hollywoodien. La plupart de ces établissements n'étaient ni que de simples salles de bois brut avec un comptoir sommaire et quelques tables. Le whisky, ce n'était pas du bourbon raffiné et vieilli en fût de chêne. Non, on y mélangeait du tabac, du poivre, de la térébenthine, voire un peu de poudre à canon, juste pour donner du caractère. Un seul verre pouvait te rendre aveugle si tu manquais de chance. Mais le saloon, c'était aussi le cœur dangereux de la vie sociale. Ces lieux voyaient en naître la plupart des affrontements mortels, non pas pour l'honneur comme dans les films, mais à cause d'une dispute ivre qui dégénérait. Les duels romantiques, pistolets au poing à midi. Quasiment inexistants. La violence, elle, était impulsive, sale et triviale. Et surtout omniprésente. Tu remarques d'ailleurs que tout le monde semble armé. Pas pour faire le cow-boy, mais parce que c'était une nécessité. Les armes servaient à se défendre contre les bêtes sauvages, à chasser, ou parfois à signaler sa position. Sortir sans revolver revenait à marcher sans chaussures. Pourtant, ironie du sort, certaines villes de l'Ouest étaient bien plus strictes sur le port d'armes que nos sociétés modernes. Des endroits comme Dodge City, au Kansas, ou Tombstone, en Arizona, obligèrent les visiteurs à déposer leurs revolvers à l'entrée de la ville. Le célèbre affrontement de l'Ok Corral, d'ailleurs, avait commencé parce que le gang Clanton avait refusé d'obéir à cette loi. Les duels rapides des westerns hollywoodiens, de la pure invention. La véritable violence de la frontière était soudaine, chaotique et rarement teintée d'honneur. En continuant ta promenade, tu passes devant un petit bâtiment en bois, le bureau du médecin local. Mais ne t'attends pas à une salle blanche ni à des instruments sous stériles. La médecine de la frontière, dans les années 1870, était un mélange d'improvisation, d'espoir et de souffrance pure. La plupart des docteurs n'avaient reçu que très peu de formation, parfois aucune. Les opérations se faisaient sans anesthésie, hormis un peu de whisky ou quelques gouttes de morphine, quand il y en avait. La désinfection? Inconnue. Un simple coup de couteau infecté pouvait signifier l'amputation ou la mort. Les remèdes courants incluaient la saignée, le mercure, l'arsenic et d'autres poisons, souvent plus destructeurs que la maladie elle-même. Les femmes, elles, payaient un tribut terrible à la maternité. Dans les zones isolées, une femme sur 4 mourait en couche. Pas d'hôpital,
pas de sage-femme qualifiée, juste la chance et la foi. Les dents, on ne les soignait pas, on les arrachait à vif avec des pinces rudimentaires. Les douleurs dentaires, constantes et atroces, étaient presque un rite de passage. Dans cet Ouest primitif, ta survie dépendait moins de la médecine que de ta chance pure et simple. Même une entorse ou une coupure pouvait s'aggraver jusqu'à l'infection mortelle. Une fracture mal soignée restait tordue à vie, et beaucoup vivaient avec des douleurs chroniques ou des handicaps permanents. L'expression célèbre « seuls les plus forts survivent » n'était pas une métaphore ici. C'était une vérité littérale. Ton estomac gronde à nouveau. C'est l'heure du déjeuner. Tu entres dans ce qu'on appelle un restaurant, souvent juste la salle à manger d'une maison transformée en auberge. Le menu, le même que le matin ou presque, de la viande dure, parfois avariée malgré le sel et la fumée, des légumes trop cuits jusqu'à la bouillie. Les normes d'hygiène alimentaire n'existent tout simplement pas. Les intoxications sont courantes, les désaccords digestifs constants. Et pendant que tu manges, les conversations tournent autour des attaques d'Indiens, des hors-la-loi ou des dangers du voyage. En réalité, les attaques d'Amérindiens étaient bien moins fréquentes que ce que les mythes populaires ont laissé croire. Le plus souvent, les rôles étaient inversés. C'étaient les colons et l'armée américaine qui envahissaient, déplaçaient et tuaient. La frontière restait une zone de conflit permanent, où chaque camp tentait simplement de survivre. Les hors-la-loi, eux, représentaient un autre type de menace. Dans ces territoires immenses, un seul shérif devait parfois couvrir des milliers de kilomètres carrés. La justice officielle était rare et souvent remplacée par la justice expéditive. Les lynchages étaient fréquents et la présomption d'innocence n'avait aucune valeur. Accusé de vol de cheval, tu pouvais finir pendu à un arbre avant le coucher du soleil. 5. Après le repas, tu décides de passer par la boutique générale du village pour faire le plein de provisions. Mais ce que tu découvres te laisse sans voix, les prix. Tout, absolument tout, coûte une fortune. Les biens de première nécessité sont acheminés depuis l'Est à travers des distances démesurées, ce qui fait exploser les tarifs. Une simple boîte de pêche en conserve, l'équivalent de 20 $ d'aujourd'hui. Les colons dépensaient souvent la majeure partie de leurs revenus pour quelques produits essentiels, ne laissant presque rien pour le confort ou les plaisirs. Et dans cette boutique, au milieu des sacs de farine et des outils, tu réalises autre chose. La solitude. L'Ouest est vaste et les colons sont éparpillés sur des kilomètres. Le courrier arrive rarement, parfois avec des mois de retard. Les journaux, quand ils circulent, parlent d'événements déjà anciens. Beaucoup de familles passent des années sans nouvelles de leurs proches restés à l'Est. Certains ne les reverront jamais. Ce silence pèse. L'isolement devient une épreuve psychologique aussi rude que le froid ou la faim. La dépression, l'alcoolisme et même le suicide étaient monnaie courante dans ces communautés perdues. L'après-midi avance et à l'horizon tu aperçois des nuages sombres. Dans l'Ouest, le temps n'est pas seulement inconfortable, il peut être mortel. Sans prévision météorologique, les tempêtes frappent même sans prévenir. Les blizzards piègent les voyageurs, les gelant sur place. Les tornades rasent des villages entiers sans qu'aucun secours ne puisse intervenir. Les crues emportent les chariots, les sécheresses détruisent les récoltes et affament les familles. Et quand tu rentres dans ta cabane pour t'abriter, la pluie commence à tomber, s'infiltrant à travers le toit. Tu places quelques seaux pour recueillir l'eau et, tant qu'à faire, remplir ta réserve potable. Mais cette eau, elle aussi, est un danger. La plupart des colons boivent la même eau que leurs animaux ou leur linge, favorisant les maladies hydriques souvent mortelles. Assis là, dans ta cabane qui fuit, tu écoutes le bruit de la pluie sur le bois pourri et tu repenses à tout cela. Aucun héros, aucun méchant ici. Seulement des hommes et des femmes qui luttent pour survivre dans un monde qui ne leur laisse aucun répit. Chaque personne qui parvient à vivre un jour de plus est une preuve de la résilience humaine. La nuit tombe vite, pas d'électricité. Juste quelques bougies, une lampe à huile vacillante, et toujours la peur du feu. Une seule étincelle, et tout ce que tu possèdes part en fumée,
sans pompiers pour venir t'aider. Beaucoup de villes ont brûlé au moins une fois dans leur histoire. Épuisé par cette journée dans l'Ouest sauvage, tu t'allonges sur ton matelas de paille, le ventre noué par la nourriture douteuse et les muscles meurtris par le travail incessant. Le vent hurle dehors, rappel sinistre de la petitesse et de la fragilité humaine face à l'immensité de cette terre indomptée. Demain, si tu es encore en vie, il faudra recommencer. Car dans l'Ouest, la survie se gagne heure par heure. 6. L'aube se lève. Tu ouvres les yeux, endolori, mais vivant. Et c'est déjà une victoire. Car dans l'Ouest sauvage, chaque matin est un triomphe contre la mort. Aujourd'hui, tu décides de quitter la ville et de prendre la route. Peut-être pour rejoindre une autre colonie ou simplement pour voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Voyager, dans les années 1870, n'a rien d'une promenade. Certes, le chemin de fer transcontinental est désormais achevé, reliant la côte Est à la côte Ouest. Mais à moins d'être riche ou de voyager entre grandes villes, tu n'auras jamais les moyens d'y monter. La plupart des colons avancent à pied, à cheval ou en chariot. Si tu possèdes un cheval, considère-toi comme privilégié. C'est un luxe coûteux. Il faut payer la selle, la bride, le fourrage et les soins vétérinaires, qui souvent se résument à abattre la bête quand elle se casse une jambe. Et monter à cheval, rien d'agréable. Les selles des années 1870 sont faites pour la fonction, pas pour le confort. Après quelques heures, même les cavaliers aguerris ont les cuisses en feu, un bruit, un serpent, un coup de vent, et ton cheval se cabre, te jette à terre, te laissant avec un bras brisé, seul au milieu de nulle part. Pas de cheval? Alors tu prends place dans un chariot. Oublie les images romantiques des pionniers souriants roulant sur la prairie. Les wagons de l'époque secouent, grincent, cognent à chaque caillou. Sans suspension, chaque ornière est un supplice. Après la pluie, les routes de terre deviennent des bourbiers, et les roues s'enfoncent jusqu'à l'essieu. En période sèche, la poussière t'étouffe, t'aveugle, te brûle la gorge. Les axes se brisent, les roues se fendent, souvent à des kilomètres de toute aide. Mais si tu poursuis plus loin, si tu décides de traverser le pays jusqu'en Californie ou en Oregon, alors tu rejoins les grands convois de chariots, les Oregon Trails, une épopée de 3000 km, parmi les plus dangereuses du 19e siècle. Sur les quelques 400 000 personnes qui ont tenté l'aventure, 1 sur 10 n'a jamais atteint sa destination. Certains historiens appellent ce chemin le plus long cimetière d'Amérique. On estime qu'il y avait en moyenne 10 à 15 morts par mile. Imagine, une tombe tous les 300 mètres, des croix de bois ou de simples tas de pierres jalonnant la route, témoignant du prix du rêve. Le fléau principal n'était pas la guerre, mais la maladie. Le choléra, transmis par l'eau contaminée, anéantissait parfois des dizaines de voyageurs en quelques jours. On pouvait être en parfaite santé au petit déjeuner et mort avant le dîner. Sans traitement, sans remède, les familles enterraient leurs proches sur le bord du chemin et reprenaient la route dès le lendemain, incapables de s'arrêter trop longtemps. Les traversées de rivières étaient un autre cauchemar. Les wagons, lourds, se renversaient facilement. Des hommes, des femmes, des enfants, des bœufs, engloutis par le courant. Les fleuves Platte, Columbia ou Snake ont avalé des centaines de vies. Et contrairement à la légende, les attaques d'Amérindiens étaient rares. La plupart des tribus aidaient les voyageurs, leur offrant guide, nourriture ou passage sûr. Les morts violentes sur la piste étaient surtout dues à des accidents, des armes mal manipulées ou des animaux effrayés. Mais même sans blessure, le voyage détruisait l'esprit. Les familles enterraient leurs enfants, leurs parents, leurs époux et devaient repartir aussitôt. Pas le temps de pleurer. Chaque heure de retard risquait d'enfermer la caravane derrière les montagnes avant l'hiver. Certains, brisés de chagrin et d'épuisement, choisissaient d'en finir eux-mêmes. Le long de la piste, le suicide n'était pas rare. Et pour ceux qui atteignaient enfin la Californie ou l'Oregon, la désillusion les attendait souvent. La terre promise n'était qu'un autre désert, et leurs ressources étaient épuisées. Admettons que tu ne partes pas pour la Californie, mais simplement pour un village voisin à quelques jours de route. Même là, le danger est partout. Les hors-la-loi guettent les voyageurs isolés, espérant un chariot facile à dépouiller. Les attaques de diligence, certes exagérées par les romans, étaient assez fréquentes pour semer la peur dans chaque trajet. Mais les plus grands ennemis,
Ce n'étaient pas les hommes, c'était la nature. Les crues soudaines emportaient routes et ponts. La chaleur des déserts tuait par déshydratation, et les blizzards piégèrent les voyageurs jusqu'à la mort. Certains, comme la tragique expédition donnée, en furent réduits à l'impensable pour survivre. Même l'orientation était un défi. Pas de carte fiable, pas de panneaux, juste des repères incertains et des récits de ceux qui étaient passés avant toi. Se perdre dans ces immensités, c'était signer son arrêt de mort. Mais si tu observes bien la route, tu verras que ce monde n'est pas peuplé que de cow-boys blancs. Le Far West, dans toute sa brutalité, était aussi un carrefour de peuples. Des ouvriers chinois construisaient les rails, creusaient les mines, ouvrirent des commerces. Les familles mexicaines vivaient là depuis des générations, bien avant que ces terres ne deviennent américaines. Les cow-boys noirs représentaient parfois un quart de la main-d'œuvre des ranchs. Des migrants venus d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, de Scandinavie apportaient avec eux leur langue, leurs chants, leurs coutumes. Et au milieu de tous, des dizaines de nations amérindiennes, présentes depuis des millénaires, voyant leur monde se réduire jour après jour. Mais cette diversité n'impliquait ni égalité, ni harmonie. Le racisme, la violence et l'exploitation étaient omniprésents. Les ouvriers chinois subissaient ces tâches les plus dangereuses pour un salaire dérisoire. Les propriétaires mexicains perdaient leurs terres, spoliées par des lois injustes ou la simple force. Les Afro-Américains, fuyant la ségrégation du Sud, trouvaient ici un racisme tout aussi enraciné, malgré leur contribution majeure à la construction de l'Ouest. Et pour les peuples autochtones, l'expansion vers l'Ouest fut une tragédie absolue. En un siècle, leur population passa d'environ 15 millions à moins de 300 000. Les guerres, les maladies et surtout la destruction délibérée de leurs ressources, comme l'extermination des bisons, anéantirent leur nation. Les politiques du gouvernement américain les forcèrent à quitter leurs terres ancestrales pour des réserves pauvres, souvent stériles. Et chaque fois qu'on découvrait de l'or ou du pétrole sur ces terres, les traités étaient trahis. Des enfants amérindiens furent arrachés à leurs familles et envoyés dans des pensionnats où l'on tentait d'effacer leur culture, leur langue, leur identité. Tuer l'Indien, sauver l'homme, disaient-ils. Les westerns ont romancé cette époque, mais la réalité était bien plus sombre, faite de conquêtes, de deuil et de résistance. Beaucoup de tribus ont d'abord essayé de coexister, de s'adapter, mais chaque promesse rompue menait à un nouveau conflit. 8. On les imagine souvent fragiles, ces femmes de l'Ouest, vêtues de dentelles et tenant un éventail dans les westerns. Mais la réalité était tout autre. Elles étaient la colonne vertébrale invisible de la frontière. Sur les fermes et les ranchs, elles ne se contentaient pas de cuisiner et d'élever les enfants. Elles labouraient la terre, soignaient le bétail, défendaient la maison fusil à la main si nécessaire. Leur journée commençait avant l'aube et se terminait bien après la tombée de la nuit. Une femme pouvait labourer le champ le matin, aider une voisine à accoucher à midi, repousser des prédateurs l'après-midi et encore préparer le dîner pour toute la famille le soir. Beaucoup devenaient veuves jeunes, les maris emportés par les accidents, les maladies ou la guerre. Elles devaient alors gérer seules fermes et enfants, dans un monde qui ne leur reconnaissait presque aucun droit. En effet, dans la plupart des États et territoires, les femmes ne pouvaient ni voter ni posséder un bien en leur nom si elles étaient mariées, ni même garder leurs enfants en cas de divorce. Les violences conjugales, considérées comme des affaires privées, sans recours légal. Les femmes célibataires avaient peu d'options. L'enseignement était l'un des rares métiers jugés convenables, mais mal payés, et les institutrices devaient souvent démissionner dès qu'elles se mariaient. D'autres ouvraient des pensions, travaillaient comme couturières ou infirmières, cherchant une indépendance fragile. Et puis, il y avait celles que la misère poussait dans l'ombre, les femmes de plaisir, employées dans les saloons et les bordels. On les a romancées plus tard, mais leur vie était brutale. Beaucoup étaient des veuves, des abandonnées ou simplement des femmes sans autre issue. La violence, la dépendance à la drogue et les maladies vénériennes faisaient partie du quotidien. Même celles qui gagnaient bien leur vie étaient rejetées par la société, coincées dans un monde sans pardon. Et pourtant, certaines trouvèrent dans cet Ouest lointain une liberté que l'Est leur refusait. La rareté des femmes dans ces territoires leur donnait parfois une position de force inattendue. Des régions comme le Wyoming ou l'Utah leur accordèrent le droit de vote des décennies avant le reste du pays.
reconnaissant leur rôle vital dans la survie des communautés. Ces femmes n'étaient pas des figurantes, mais des pionnières de chair et de volonté, forgées par la poussière, le vent et la solitude. 9. À force de traverser ces villages, tu finis par te demander qui donc faisait régner l'ordre dans ce monde sans pitié. La réponse est simple, presque personne. Les grandes villes de l'Ouest possédaient parfois une ébauche de police, mais les vastes territoires ou alentours restaient livrés à eux-mêmes. Un seul shérif de comté pouvait être responsable de milliers de kilomètres carrés. Autant dire qu'il ne pouvait pas tout surveiller. Il comptait sur les habitants, formant à la hâte des groupes de citoyens armés pour pourchasser un criminel ou rétablir le calme. Les marshals fédéraux, eux, couvraient plusieurs États, souvent en sous-effectif, et se concentraient sur les crimes majeurs, contrefaçon, braquage de train, meurtre en série. Mais la frontière n'était pas un monde de héros au chapeau blanc. Beaucoup de figures célèbres, comme Wyatt Earp par exemple, passaient sans cesse de la légalité à la zone grise. Officier de loi un jour, homme d'affaires douteux le lendemain. Dans les villages isolés, la justice était souvent populaire, rendue par la foule plus que par la loi. Les comités de vigilance, censés maintenir l'ordre, se transformaient facilement en meutes enragées. Un soupçon de vol, un regard de travers, et le jugement tombait sans procès. Les lynchages étaient monnaie courante, souvent guidés par la peur, la haine ou la vengeance personnelle. Les châtiments, eux, étaient impitoyables. La pendaison servait de peine standard pour le meurtre, le viol, parfois même pour le vol de chevaux. Les prisons existaient, mais c'étaient des taudis. Maladies, violences et surpopulation y régnaient. Beaucoup de communautés préféraient une corde courte à un long procès coûteux. Et les fameux duels au revolver, alors? Des mythes la plupart du temps. Les affrontements à midi pile dans la rue poussiéreuse étaient des inventions de romanciers. La vraie violence de l'Ouest était banale, souvent ivre, souvent nocturne, et presque toujours sans gloire. Les bagarres de saloon, les querelles de terre, les disputes entre cow-boys fatigués, voilà ce qui remplissait les cimetières. Le soir tombe et tu cherches un endroit où dormir. Si tu es chanceux, tu trouveras une auberge ou un hôtel rudimentaire, un lit infesté de punaises, un broc d'eau froide pour te laver et des toilettes communes à l'extérieur. Le luxe se paie cher, entre 25 cents et 1 dollar la nuit, soit plusieurs heures de salaire. Beaucoup préfèrent dormir dans une étable ou sous les étoiles, malgré le froid, les bêtes sauvages et les voleurs. Ceux qui voyagent plus loin, eux, campent dans la nature. Ils allument un feu, s'ils trouvent du bois, mangent un repas sommaire et dorment sur la terre nue. Mais un feu mal géré peut provoquer un incendie de prairie, ravageant des milliers d'hectares. Trop petit, il ne chauffe pas assez, et tu gèles lentement sous le ciel immense. La cuisine sur feu de camp est un art périlleux. Les repas y sont souvent à moitié brûlés, à moitié crus. Et autour de toi, la nuit vivante, le vent, les loups, les coyotes, les cris d'oiseaux étranges. Pour un esprit moderne, le noir absolu et les bruits du désert sont presque insoutenables. Beaucoup dorment mal, rongés par la peur de l'invisible, du serpent ou du prédateur qui rôde. Chaque nuit est une épreuve, chaque aube un soulagement. Car survivre ici, ce n'est pas vivre, c'est tenir bon jusqu'au matin. Le soleil se lève à peine et déjà le travail commence. Dans l'Ouest, il n'existe ni pause, ni week-end, ni retraite. Chaque jour est une bataille pour rester en vie. Si tu es fermier, ton existence dépend de la terre. Tu laboures, sèmes, arroses, récoltes et recommences, sans fin. Mais ici, la terre ne pardonne rien. Les sécheresses détruisent les cultures, les criquets dévorent les champs et les tempêtes de poussière effacent des semaines d'efforts en 1 heure. Sans machine, tout se fait à la main, avec l'aide d'un bœuf, d'un cheval et d'un dos qui se brise lentement. Même les enfants travaillent. Dès 8 ou 9 ans, ils manient la houe, traitent les vaches, coupent le bois. L'enfance n'est pas une période de rêve ici, c'est une préparation à l'épuisement. Si tu es mineur, ta vie est encore plus courte. La ruée vers l'or, la ruée vers l'argent, ces mots font rêver. Mais la réalité, c'est la poussière noire, les poumons en feu et les éboulements meurtriers. Tu descends dans la terre, lampe à la main, respirant un air saturé de charbon et de soufre. Chaque coup de pioche est un pari, la fortune ou la mort. Les explosions mal calculées, les effondrements, les maladies respiratoires comme la silicose tuent plus sûrement que les balles. Beaucoup de mineurs ne trouvèrent jamais d'or.
Ils mouraient avant même d'en voir la couleur. Les vrais riches, eux, étaient les propriétaires de mines, restés bien au chaud dans leurs bureaux de San Francisco ou Denver. Si tu es cow-boy, ta vie paraît libre et fière, mais elle ne l'est pas. Tu passes des mois à cheval à guider des troupeaux de milliers de têtes à travers les plaines brûlantes ou les montagnes glacées. Le salaire est misérable, la nourriture infecte, le danger constant. Une ruade, une morsure de serpent, une tempête, et tu peux mourir seul, sans témoin. Les cow-boys étaient jeunes, souvent orphelins, noirs, mexicains ou métis. Leur légende a survécu. Eux, non. Si tu es ouvrier du rail, tu participes à l'un des plus grands projets de ton siècle. Le chemin de fer transcontinental. Mais à quel prix? Tu travailles du lever au coucher du soleil, exposé au froid, à la chaleur, aux explosions de dynamite. Les accidents sont quotidiens, les salaires dérisoires. Les ouvriers chinois, irlandais ou italiens dorment dans des tentes, mangent du riz froid et enterrent leurs camarades au bord des rails qu'ils construisent. Leur sueur a uni le pays, mais leurs noms, la plupart du temps, n'ont jamais été gravés nulle part. Si tu es artisan ou commerçant, tu dois te battre contre la distance, le vol et la misère. Les outils, les tissus, le sucre, le café, tout vient de loin. Chaque cargaison est un risque. Vol, bandits, tempêtes ou routes impraticables. Les profits sont maigres et le troc reste la monnaie la plus fiable. Et pourtant, malgré tout cela, une étrange énergie habite ces terres. L'espoir obstiné d'un lendemain meilleur. L'idée que, dans ce chaos, tu peux bâtir quelque chose qui t'appartienne vraiment. C'est cela, le cœur de l'Ouest. Pas la gloire, pas la fortune, mais la volonté de persister. 11. Après tant de jours de travail, tu pourrais penser que les habitants de la frontière n'avaient pas de temps pour la foi ou la fête. Et pourtant, même dans ce monde rude, l'être humain trouve toujours un moyen de croire, chanter et célébrer. La religion était omniprésente, même chez ceux qui ne mettaient jamais les pieds à l'église. Les colons portaient souvent avec eux une Bible, plus comme talisman que comme livre de lecture. Dans les hameaux, le pasteur était parfois le seul représentant de l'ordre moral, ou du moins, celui qui essayait de l'être. Mais la foi dans l'Ouest n'avait rien d'un luxe spirituel. C'était une arme contre la peur. Prier avant de dormir, remercier avant de manger. C'était une manière de dire au destin « J'existe encore, malgré tout ». Les églises, souvent construites en bois brut, servaient à tout. Culte, école, mairie, salle de bal et parfois tribunal. Le dimanche, les familles arrivaient de loin, habillées de leurs plus beaux vêtements, pour une heure de prière suivie d'une demi-journée de partage. C'était le seul moment de la semaine où l'on pouvait voir d'autres visages, rire, chanter, échanger des nouvelles. Les chants religieux, portés par des voix fatiguées, résonnaient dans les vallées comme un écho d'humanité. Mais la vie n'était pas que dévotion. On savait aussi faire la fête. Mariage, naissance, récolte, arrivée de caravanes. Toute occasion devenait une célébration improvisée. On sortait les violons, les banjos, les harmonicas, et la poussière des bottes se levait dans la lumière des lampes à huile. Les danses duraient jusqu'à l'aube et les rires couvraient le vent. Ces moments, rares et précieux, étaient comme une respiration dans l'existence étouffante de la frontière. Et puis, il y avait les superstitions. Car dans un monde où la mort rôde à chaque pas, on se méfie de tout. On évite de partir en voyage un vendredi. On cloue un fer à cheval au-dessus de la porte. On jette du sel derrière son épaule pour éloigner le malheur. On allume une bougie pour guider les esprits perdus dans la plaine. Les croyances se mêlaient, chrétiennes, amérindiennes, africaines, mexicaines, un brassage de rites et de prières qui formait une spiritualité unique, faite d'espoir et de peur entremêlées. Les colons lisaient peu, les livres étaient rares et chers. Mais certains journaux circulaient, lus et relus jusqu'à l'usure. Les lettres de l'Est étaient précieusement conservées, parfois lues à voix haute au coin du feu, comme des poèmes venus d'un autre monde. Et dans ces soirées de solitude, quand le vent soufflait à travers les planches, les familles racontaient des histoires, légendes de pionniers, contes de fantômes, récits de guerre. C'est là, au cœur de ces nuits sans électricité, que naquirent les mythes de l'Ouest.
Peu à peu, ces récits allaient m'y voyager, se transformer et devenir les chansons, les films, les rêves que nous connaissons aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'était demandé qu'un moyen de tenir debout, de ne pas sombrer dans la folie du silence et de la peur. 12. Et maintenant, la nuit retombe sur la plaine. Le vent siffle entre les herbes sèches, les derniers feux s'éteignent, et le silence s'installe à nouveau sur ce monde rude. Tu as traversé une journée dans le Far West, une seule, et tu comprends enfin pourquoi tant n'ont pas survécu. Ce n'était pas un âge d'or, ce n'était pas un monde de héros et de bandits légendaires. C'était un lieu de souffrance, de travail, de poussière, où chaque respiration coûtait quelque chose. Mais au milieu de cette dureté absolue, il y avait aussi la grandeur du courage ordinaire. Des hommes, des femmes, des enfants qui, sans gloire, sans fortune, ont bâti de leurs mains un monde entier. Ils ont cultivé des terres ingrates, creusé des montagnes, traversé des déserts, simplement pour que leurs descendants puissent vivre mieux. Leur vie fut brève, leur tombe souvent anonyme, mais leurs traces sont partout, dans les rails, dans les villes, dans les routes, et jusque dans les mots que nous utilisons encore aujourd'hui. L'Ouest sauvage n'a pas seulement forgé un pays, il a forgé une idée, celle que même dans la misère la plus totale, l'être humain peut persister, inventer, rêver encore. Si tu fermes les yeux, tu peux presque les voir, ces silhouettes perdues dans la lumière dorée du soir, le visage tanné par le vent, les mains noircies par la terre, le regard tourné vers un horizon sans fin. Ils savaient qu'ils ne verraient peut-être jamais le fruit de leurs efforts, mais ils avançaient quand même, portés par quelque chose de plus fort que la peur, l'espoir. Alors, si tu veux retenir une seule chose de ce voyage, souviens-toi de cela. Le Far West n'était pas une légende, c'était une épreuve, et ceux qui l'ont traversé étaient, à leur manière, les plus grands survivants que l'histoire ait jamais connus.